L'assurance vie en France, elle s'est développée essentiellement à l'époque où les taux d'intérêt étaient extrêmement élevés. Je reviens aux époques de création d'associations comme l'Affaire, comme Asac Fapes, comme Guépard, comme AJP, qu'on voyait il y a 40 ans, 50 ans, tout le temps dans la presse, et qui annonçaient des taux de rendement extrêmement élevés. Donc pour le français, l'assurance vie, c'est d'abord le fonds en euros. Le fonds en euros, c'est du jargon d'assureur. Concrètement, le français a compris que le fonds en euros, c'était de l'épargne qui ne pouvait que s'accroître de jour en jour. Voilà, donc pas de risque de perte dessus, et également avec des rendements qui étaient plutôt sympathiques. Et comme la France a connu jusqu'il y a quelques années une période de baisse des taux extrêmement importante, pour le fonds en euros c'était fabuleux, parce qu'on achetait aujourd'hui des obligations à taux élevé qui allaient apporter quelques années après un rendement supérieur à l'inflation. Donc les fonds en euros pendant 40 ans ont délivré des rendements extrêmement intéressants, avec quelque chose de très atypique, c'est de l'épargne complètement sécurisée, qui net de frais rapportait plus que l'inflation. Ce qui en choix est même assez choquant d'un point de vue macroéconomique. Voilà. L'assurance vie après ça s'est élargie avec tous les contrats multi-supports. À l'époque, c'est Abeille, qui est redevenu Abeille, qui avait lancé ces premiers contrats-là. Aujourd'hui, l'assurance vie, donc maintenant, c'est beaucoup plus d'unités de compte. Elle s'est ouverte également au plan d'épargne retraite individuel. Derrière tout ça, il y a beaucoup d'avantages fiscaux et c'est évident que ce qui draine de l'épargne sur l'assurance vie, c'est beaucoup les avantages fiscaux. Il y a l'avantage successoral, possibilité de transmettre à ses enfants 152 000 euros, 500 d'épargne nette de tout droit de succession via l'assurance vie. Voilà. Autre atout fiscal. Pas seulement les enfants ? Oui, tout à fait, à toute personne, tout à fait. Et au bout de 8 années, possibilité de réaliser, on peut réaliser des achats de manière permanente sur ce contrat d'assurance vie. Au bout de 8 années, il y a une exonération fiscale et sociale de 4 600 euros par part, voire 9 200 euros pour un couple. Voilà. Donc pour le français, l'assurance vie, c'est des avantages fiscaux, c'est la sécurité du fonds en euros, ce sont maintenant également les unités de compte. Et bien évidemment, comme toujours en France, quand il y a des avantages fiscaux, il y a des frais. Ils sont rémunérés les uns et les autres. On va partir du client final, c'est ce qui est le plus simple. Le client, en fait, il est abordé par un distributeur. Ce distributeur, ça peut être un guichet bancaire, ça peut être un commercial salarié, ça peut être un conseiller en gestion de patrimoine. Ce distributeur, il est rémunéré sous la forme de commission. Alors comment ça se passe ? Sur le fonds en euros, habituellement, le distributeur va recevoir chaque année environ 20 à 30 centimes des encours du fonds en euros. C'est globalement la règle de marché. Donc ce qui est important, c'est de voir une rémunération sur les encours, beaucoup plus qu'une rémunération sur les flux. C'est vraiment une rémunération sur le stock. Donc l'assurance vie, ce qui est important pour un distributeur, c'est d'avoir du stock. Concernant les unités de compte, le distributeur généralement reçoit 2 types de rémunération. Tout d'abord, une rémunération liée aux frais de gestion sur les encours en UC. Là, on peut avoir là aussi entre 40 et 50 centimes par an, parce qu'il y a davantage de frais de gestion sur l'unité de compte, et il y a moins de frais sur l'assureur, moins d'exigences de recevabilité. Deuxièmement, le distributeur va recevoir des rétrocessions, donc des marges arrière sur les unités de compte. Sur les frais de gestion des unités de compte. Exactement. Ce qu'on appelle généralement, c'est calculé par rapport aux frais fixes, pas aux frais courants des unités de compte. Et usuellement, selon les réseaux, dans le pire des cas, le distributeur va percevoir 80 à 85% des rétrocessions. Dans le meilleur des cas, ça peut monter à 95% des rétrocessions. Et les rétrocessions, pour donner quelques ordres de grandeur tout à l'heure, globalement, c'est par rapport à des parts patrimoniales de l'ordre de 50-55% des frais fixes de ces parts patrimoniales. Les forces présentes sur le marché de l'assurance vie, ça dépend pas mal des segments de marché. Nous, on segmente l'assurance vie maintenant en 4 marchés. Il y a l'épargne standard, l'épargne patrimoniale, l'épargne gestion privée et le PER individuel. Bon. Au cours de ces 20 dernières années, l'assurance vie s'est considérablement transformée et elle est devenue beaucoup plus un produit patrimonial gestion privée, beaucoup moins un produit grand public.
Et en fait, c'est lié à la transformation de l'offre. Les taux d'intérêt étaient très bas, les opérateurs voulaient pousser les unités de compte, et les Français appétant à acheter des unités de compte, c'était davantage les ménages français à vocation patrimoniale ou gestion privée. Et l'assurance vie, alors je vais me faire assassiner en tenant ce propos, c'est beaucoup moins un produit populaire qu'il y a 40 ans. Globalement, en termes de flux de collecte, on va trouver maintenant 30% dans la collecte d'assurance vie d'épargne grand public, l'épargne standard, 40% d'épargne patrimoniale, où là vraiment c'est l'univers des unités de compte, les contrats avec 300, 600, 800 unités de compte. On va trouver après ça environ 15-20% d'épargne gestion privée, des gros contrats avec une partie qui part au Luxembourg. Il ne faut jamais oublier la place luxembourgeoise où il y a facilement 6-7 milliards d'euros par an qui partent de France vers le Luxembourg. Et enfin, on va trouver environ 10% de PER individuels. Qui est sur quel segment de marché? Si on prend globalement, on va trouver beaucoup les banques assureurs qui pilotent leur flux par rapport à leur stratégie d'épargne. Voilà. On va voir beaucoup de stop and go. Il y a des années où les taux d'intérêt remontent, on va pousser beaucoup le fonds en euros. L'année où les taux d'intérêt sont très bas, on va pousser plutôt d'autres produits bancaires et les unités de compte. Les 6 premiers opérateurs du marché sont des banques assureurs. Je peux vous les citer dans l'ordre. Crédit Agricole, BNP Paribas, La Banque Postale, BPCE, Crédit Mutuel, Société Générale. C'est à peu près le classement en termes d'actifs, de nombre d'agences, etc. On est d'accord? Donc, ouais, exactement. Plus le réseau de distribution est grand et plus les encours en assurance vie sont importants. Exactement, voilà. Après ça, une deuxième catégorie d'opérateurs qui émerge de plus en plus, et je dirais ça draine un petit peu depuis les pays anglo-saxons, ce sont les conseillers indépendants, les IFA, donc les conseillers indépendants d'un point de vue financier. Les CGPI sont des opérateurs qui drainent surtout une clientèle à vocation patrimoniale, ayant des questions successorales, des questions de transmission d'entreprise, de financement de la retraite. Cette clientèle a évidemment des avoirs, du potentiel. Vis-à-vis de cette clientèle, les contrats distribués par les CGPI sont des contrats qui sont assez chargés en frais, parce qu'il faut rémunérer à la fois le CGPI, l'assureur et l'asset manager. Donc c'est là où on va trouver les contrats les plus chargés en frais, mais les contrats aussi les plus sophistiqués, on peut trouver des choses intéressantes. Voilà. Les autres catégories d'opérateurs, on va trouver toutes les mutuelles, des gens qui servent des taux généralement très intéressants sur les fonds d'euros. Je prends des personnes comme la Mutuelle d'Ivry-la Fraternelle, comme la Carac, comme Garance, la France Mutualiste. Voilà. Un petit peu aussi les filiales d'assurance vie de mutuelles sans intermédiaire. Et puis on va trouver les réseaux d'agents généraux qui peuvent en distribuer. Alors là, c'est très scindé. Généralement, dans un réseau grand public de type AXA, Allianz, GAN, il y a quelques agents qui sont très compétents en assurance vie, qui en font pas mal, et les autres qui en font peu. Nouvelle évolution de ces compagnies, c'est que maintenant, elles créent des réseaux d'agents généraux spécialisés en assurance de personnes. C'est l'exemple d'AXA avec le réseau A2P, qui est un réseau en création pure. Et on voit que ce modèle qui est très dur, parce qu'en fait, on pousse les gens pendant 10 ans à vendre, commercialiser pour faire leurs preuves. Ceux qui réussissent s'en sortent assez bien, ils se constituent un groupe patrimoine, et ce modèle commence maintenant à être copié par d'autres opérateurs, dont Allianz. En euros, chaque année, en tant que Goodfellow for Money, nous compilons la composition de 120 fonds en euros, ce qui est un travail considérable. Et l'une de nos valeurs ajoutées, c'est de le faire de manière complètement normée. Voilà. L'info, elle est où? Alors l'information, moi j'ai tendance à dire que nous sommes une pieuvre. En fait, il faut avoir des tentacules. Également, ce qu'il faut, c'est écouter, observer. Parce que l'information, elle est toujours donnée, mais souvent, on n'écoute pas. Donc, nous, on est très silencieux. On écoute, on draine, on capte. Et on a appris, finalement, à recueillir l'information sur les fonds en euros. On reconstitue la quasi-totalité du marché. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de composition d'actifs dans les fonds en euros? Je prends des fonds en euros qu'on appelle classiques. Parce que vous savez qu'il y a plein de formes de fonds en euros différents. Il y a les fonds en euros classiques, vous avez des fonds en euros à garantie partielle, vous avez des fonds en euros immobiliers, des fonds en euros dynamiques, vous avez des fonds euro croissance, donc il y a toute une panoplie de fonds en euros. Également les fonds en euros retraite, qui n'ont pas la même allocation d'actifs, qu'on va trouver beaucoup dans la FRPS. Sur les fonds en euros classiques, c'est surtout de l'obligataire. Pourquoi de l'obligataire? Parce que c'est la question de la garantie au jour le jour. Voilà.
Je ne dis pas que l'obligataire ne puisse pas faire faillite. Bon. Alors, à fin 2023, ce sont les dernières statistiques, on est en train de compiler 2024. Qu'est-ce que l'on va trouver? 78% d'obligations, 11% d'actions, 7% d'immobilier, et puis le reste, on va trouver du non-coté, environ 1,6%, des infrastructures, 1,1%. Voilà. L'intérêt de l'obligataire, c'est la sécurité plus du revenu récurrent. L'intérêt des actions, c'est d'être capable d'amener de la performance additionnelle avec un risque de baisse de valeur des actions. Tout ça, c'est complètement piloté. Il faut savoir que dans un fonds en euros, normalement les obligations sont gardées jusqu'à leur terme. Donc aujourd'hui, où la plupart des portefeuilles de fonds en euros sont en moins-value sur la poche obligataire, j'ai envie de dire, ça n'a pas d'importance. Puisque ces obligations ont vocation à être gardées jusqu'à leur terme. Ou elles seront remboursées au pair si tout va bien. Voilà, exactement. Sur la poche obligataire, vous savez que si l'assureur décide de vendre des obligations, il va imputer la plus ou la moins-value sur ce qu'on appelle la réserve de capitalisation qui appartient aux assurés. Ce qui est intéressant, c'est dans cette période où les taux d'intérêt remontent, on a pu voir des assureurs comme Predica ne pas hésiter à vendre massivement des obligations en 2023 et en 2024, puisqu'en fait la perte ne leur coûtait rien, elle était imputée à la réserve de capitalisation qui appartient aux assurés, donc complètement neutre dans les comptes de Predica, complètement neutre d'un point de vue des assurés, et grâce à cette vente d'obligations à perte, ils ont pu racheter d'autres obligations avec des rendements plus élevés, donc diluer à la hausse le rendement de la poche obligataire. Voilà. Les autres actifs, comme tout ce qui est principalement les actions et l'immobilier, là, on va prendre en compte l'évolution de leur valeur de marché et on va passer, le cas échéant, des provisions pour dépréciation durable lorsqu'une ligne d'actifs est en moins-value de plus de 20% depuis plus de 6 mois. Donc sur les classes d'actifs, ce n'est pas du tout le même fonctionnement. Le fonds en euros, c'est un magnifique paquebot. Il faut être conscient que la poche obligataire est une poche de long terme, qui se renouvelle très doucement parce qu'on est souvent sur des durations de l'ordre de 8 années, voire beaucoup plus long. Donc un effet d'inertie considérable comme un paquebot. Quand les taux d'intérêt baissent, c'est du pur bonheur parce qu'on a des rendements anciens élevés qui vont générer de la performance. Quand les taux d'intérêt montent, c'est douloureux parce qu'on se farcit les obligations achetées à des taux très bas ou à perte, alors que l'épargnant, il voit dans la presse que l'OAT, elle est à 3,50, donc il attend du 3,50. Bon, également problématique de comparaison par rapport au livret A. Donc à l'univers des taux d'intérêt par rapport à l'épargnant, c'est même assez compliqué. C'est à la fois une décision commerciale et c'est aussi une décision, je dirais, politique par rapport au pilotage des flux. Si l'année où le livret A est à 2,50, vous servez un taux à 1,10, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre épargnant, il ne va pas nécessairement partir. Parce qu'il y a l'aspect successoral dont on parle tout à l'heure. Mais l'épargnant, il ne va pas reverser. Or, vous avez des flux de sortie de l'ordre de 8 à 10% d'encours. Donc, si l'épargnant ne reverse pas, vous avez un actif qui baisse, et comme l'actif baisse, il faut vendre des obligations à perte. Donc, en fait, les assureurs pilotent complètement le taux servi pour bien tenir ce qu'on appelle la collecte nette sur le fonds en euros. C'est en fait le résultat de ce qui rentre la collecte brute et de ce qui va sortir rachat partiel, rachat totaux, décès. Voilà. Donc ça, c'est complètement piloté. Donc en fait, le taux servi, c'est en bonne partie une décision politique, une décision économique, une décision de gestion des flux. Bon. Après ça, vous allez me dire, Cyril, c'est pas gentil, mais pour servir un taux de 3%, il faut encore que l'assureur le puisse. Voilà. Quand on donne quelques éléments sur la performance des fonds en euros, alors nous, on la constitue sur Good Value for Money. Le rendement moyen de l'actif des fonds en euros classiques en 2023, c'était 2,34%. Net de frais. Alors, 2,34%, c'est ce qu'ont généré les gérants financiers. Là-dessus, en fait, il faut être conscient que globalement, l'assureur va prendre 1%. Donc la capacité à servir le fonds en euros, c'est pas 2,34, c'est 1,34. Dans ces 1%, qu'est-ce qu'on va trouver? Tout d'abord, il y a la marge de solvabilité. Marge de solvabilité, globalement, solvabilité 2, vous êtes à 8 à 10%.
Imaginons que vous rémunérez ça à 6%, ça va déjà vous coûter 50 centimes. Voilà. Parce que derrière, il y a la sécurité apportée par l'assureur au fonds en euros. Cette sécurité, elle a un coût, c'est la marge de solvabilité. Deuxième élément, ce sont les commissions qui sont versées. On le disait tout à l'heure, 25 centimes. Troisième élément, c'est que l'assureur, il faut qu'il gère. Voilà. Donc ça va coûter 25 centimes. Alors comment est-ce que l'assureur va prendre ces différents frais? En fait, tout d'abord, comment est-ce qu'il finance ce 1% dont j'ai parlé tout à l'heure? Il faut savoir que lorsque le fonds en euros rapporte 100%, l'assureur n'a l'obligation que d'en verser 85%. Et la plupart des fonds ne garantissent pas 100%, mais 85%. Il y a quelques fonds qui garantissent 100%, mais c'est rare. Deuxièmement, il y a les frais de gestion qui sont prélevés. Ces frais de gestion, souvent, sont d'ordre de 70-80 centimes. Voilà. Et après ça, l'assureur, en fait, il peut complètement piloter le taux par rapport aux réserves dont il a ou pas. Il y a différents types de réserves. Il y a la réserve de capitalisation dont on a parlé tout à l'heure, mais ça ne permet pas de générer du rendement. Ça permet de vendre des obliques pour diluer le rendement à la hausse. Il y a la provision pour participation bénéfice. Ça, c'est intéressant, parce que ça, c'est du rendement qui a été mis en réserve durant les bonnes années. Ce rendement, j'en prends une partie, et avec ça, je soutiens le taux servi en 2025. Ce rendement appartient donc aux assurés. Tout à fait. Il appartient aux assurés. Il doit leur être rendu à échéance de 8 années. Donc en fait, la provision pour participation bénéfice, c'est un millefeuille. C'est l'empilement des couches de 8 années. Et on sait que la couche d'il y a 8 années, en 2025, je n'ai pas le choix. Moi, assureur, j'ai l'obligation de me rendre à mon client. Mais je peux faire tourner la marmite. Je peux donner à mon client ce que j'ai mis de côté il y a 8 années pour servir le taux de cette année. Et la performance que je fais en 2025, la prendre pour doter la provision pour participation bénéfice. Donc je peux faire tourner la lessiveuse si je veux, sous réserve qu'il y ait du rendement. Cette provision, elle s'apprécie au niveau du contrat ou de l'assureur? Alors, cette provision, ça dépend vraiment c'est au cas par cas. Voilà. Il y a des contrats qui bénéficient d'un fonds en euros avec un actif complètement dédié. Voilà. Il y en a d'autres qui ont des provisions pour son bénéfice mutualisées. Et là-dessus, la CPR est très, très, très vigilante. Voilà. Moi, j'ai un vieux contrat souscrit chez un assureur qui verse du 4,50. Pourquoi? Sur le fonds en euros, parce que le contrat il a été fermé il y a 15 ans, il y avait un stock considérable de plus-value, et puis quand ça a été fermé, la CPR est très vigilante. Les réserves, le rendement de ce petit actif, il doit être dédié aux assurés. Voilà. Je vais vous donner des éléments de réponse les moins mauvais possibles, en sachant que personne sur le marché n'a la base de données complète de tout ce qu'il y a comme UC dans les encours des assureurs. Bon. Alors, donc avec beaucoup d'humilité, nous, au niveau de Good Value for Money, nous avons notre propre base d'unités de compte de marché, on en a 13 000. Et en fait, ça fait maintenant 12 années que nous collectons une par une toutes les unités de compte qui sont dans les contrats. Alors, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui sont absorbées ou dissoutes, notamment celles qui sous-performent discrètement, elles sont absorbées ou dissoutes. Voilà, il y en a qui sont créées, il y a toute une mécanique. Aujourd'hui, on en a 13 000, on ne doit pas être très loin d'arrêter du marché. Cette base est complètement normée. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire, et je vais essayer de répondre à vos questions, c'est qu'aujourd'hui, déjà, il y a 5 natures de parts sur le marché. Et ça, l'épargnant n'est pas conscient. Vous avez trouvé des parts patrimoniales, qu'on appelle aussi des parts retail, qui génèrent des rétrocessions. En moyenne, on est sur 80 centimes de rétrocession. Donc, ce sont donc les marges arrière sur les frais fixes prélevés dans les UC. Deuxième type de parts qu'on va trouver, ce sont des parts institutionnelles, qui sont des parts moins chargées en frais, qui peuvent encore générer quelques rétrocessions. On peut en trouver, c'est généralement plus limité. Troisième catégorie, c'est les parts CleanShare. Il y a quelques contrats qui en proposent. C'est des parts pour lesquelles on va vous dire, Cyril, je te garantis qu'il n'y a pas de rétrocession derrière. Ce sont des parts moins chargées en frais. Ce qui est compliqué, c'est que l'assureur n'est pas fou. S'il n'y a pas de marge arrière, il y a des marges devant. Donc quand je mets des parts CleanShare, généralement, les frais de gestion sont majorés de 80 centimes. L'intérêt des parts CleanShare, c'est qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt possible. L'intermédiaire ne va pas dire « je recommande tel fonds plutôt que tel autre parce que j'ai une marge arrière plus importante ». Gros intérêt des CleanShare. Pas de conflit d'intérêt, totale neutralité de l'intermédiaire. Ça, c'était pour les parts en gestion active. Passons à votre départ en gestion passive, les parts indicielles. Les parts indicielles qu'ils évoquent beaucoup aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont des trackers encapsulés. Comme l'épargnant il a compris que la gestion active, souvent, c'était pas top en termes de performance, ce qui se démontre très facilement, et que les trackers, c'était beaucoup plus performant,
l'épargnant, il va demander à son intermédiaire, mais est-ce que vous n'avez pas des trackers? J'ai lu ça dans la presse, il y a un Good Value for Money qui m'a dit que c'était intéressant, je veux voir des trackers. La problématique des trackers, c'est que ça va charger entre 20 et 35 centimes, donc l'assureur, il n'a pas beaucoup de marge. Il n'en a aucune. Voilà. Pas de rétrocession sur les ETF. On est bien d'accord. Alors qu'est-ce qu'ont fait les assureurs? Ce qui est très malin, c'est qu'ils font du Canada Dry. Ils vont vous faire de l'indiciel. C'est en fait, je prends un tracker CAC 40, ce tracker qui est chargé à 0,25, je l'encapsule dans un fonds indiciel chargé à 1%, et entre les 0,25 et les 1%, j'ai 75 centimes qui me reconstituent la rétrocession que j'avais sur l'épargne en gestion active. Donc ça, les fonds indiciels, ça se développe beaucoup. C'est une manière de faire du tracker tout en ayant des rétrocessions. Alors, au niveau des flux aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Globalement, je vais peut-être vous décevoir beaucoup, Philippe, c'est que tout ce qui est tracker, indiciel, clincher institutionnel, il y a peut-être du marketing, mais c'est très peu vendu. Parce qu'on n'a pas tout à l'heure de la chaîne de distribution, le marché structuré autour de tout un ensemble d'opérateurs qui ont besoin d'être rémunérés et qui se sont habitués à un certain niveau de rémunération qui est très confortable. Donc aujourd'hui, il ne faut pas rêver, le marché ne change pas. Donc on fait beaucoup de discours autour de ces nouveaux types de parts. Globalement, le marché reste beaucoup sur des parts patrimoniales, des parts retail. Ce qui se vend énormément actuellement pour pousser les unités de compte, donc avec une faible exigence de marge de solvabilité, tout en apportant une forme de garantie à l'épargnant, c'est les produits structurés. Alors, produits structurés, faut savoir que l'un des intérêts pour le distributeur et l'assureur, c'est que vous avez le plus souvent des upfront de 10 à 12%. Upfront égale rémunération dès la vente. Voilà. En totalité. Voilà. Donc c'est tout à fait considérable. L'épargnant n'en est pas du tout conscient. Voilà. Mais quand on prend 10 à 12% à l'entrée, bah derrière, il faut bien se douter que la performance ne sera pas celle d'un tracker. Voilà. La gestion pilotée est un terme qui est très 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 vague dans l'assurance vie et qui englobe des choses de nature différente. Je vais mettre 3 univers. Il y a tout d'abord ce qu'on peut appeler la gestion pilotée, qui est de la gestion profilée, qui marche pas si mal. Consiste à dire, Cyril, je te fais un truc tout simple. Finalement, tu prends une gestion profilée dynamique, je te mets 20% de fonds en euros, et les 80% restants sont répartis entre 5 supports que je considère comme pertinents en termes d'équilibre de classe d'actifs et comme vecteurs de performance sur le long terme. Et généralement, 2 ou 4 fois par an, je fais un arbitrage pour rééquilibrer entre ces différentes allocations. Contrairement à ce que l'on peut croire, je vais peut-être décevoir beaucoup des gens qui croient à l'alpha du gérant, ces gestions profilées, avec l'allocation fixe, ça marche pas si mal. Après ça, on va trouver les gestions sous mandat, avec 2 types de gestions sous mandat. Il y a celle pour laquelle le gérant, c'est l'assureur, qui peut prendre conseil auprès de mandats, auprès de ces gestions externes. Ça développe pas mal parce que ça permet à l'assureur de remettre en cause son ou ses gérants externes qui lui apportent des conseils. Donc on voit beaucoup ça dans les contrats. Et puis après ça, on va trouver les gestions sous mandat qui s'appuient sur des sociétés de gestion de renom, des Carmignac, Edmond Rothschild, Fidelity, etc. Donc des grands noms qui font très chic, avec des performances qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Alors pour l'anecdote, j'aime bien les anecdotes. Aujourd'hui, on parle beaucoup des fintech. C'est très à la mode. Il y a beaucoup de fintech. On parle beaucoup qui se lancent en assurance vie. Et vous savez ce qu'ils font pour être toujours en tête des performances? C'est très malin. En fait, ils vont vous sortir leur gestion profilée. Ils vont vous la décliner finalement en 40 profils différents. Donc c'est très malin. Donc sur les 40 profils, ils ont toutes les chances qu'au moins l'un sur 40 surperforme le marché pendant l'année 2025. Voilà. C'est un peu comme si un gars s'amusait à faire une gestion active CAC 40 et qui disait, finalement, je lance 40 fonds différents et dans chacun de mes fonds, je décide de retirer 3 sociétés. Voilà. Ben, il y a toutes les chances qu'en jouant de cette manière-là, il y ait l'un des fonds qui surperforme. Alors ça, c'est beaucoup chez les fintechs, c'est effrayant, mais je ne sais pas ce que l'épargnant il choisit derrière. Quand on lui dit, je propose 40 profils, l'épargnant, il est bien perdu pour choisir. Ça rapporte, je vais vous décevoir beaucoup. Je suis désolé, je suis un casseur d'ambiance, voilà. Mais notre marque de fabrique chez Good Value for Money, c'est la vraie vie, c'est le réel. Voilà. Et le réel, il est têtu, je le rappelle. Le réel, il nous revient toujours à la figure. Alors sur cette année, je prends la période 2018-2024. Je rappelle, l'inflation France, 2,46. Fonds d'euros classique, 1,76 de performance, net de frais moyenne. Tout ça, c'est net de frais.
Gestion profilée prudente, sur cette année, on est à 2,20 versus une inflation à 2,46. Donc je ne fais pas l'inflation. Gestion profilée modérée, 1,86 versus 2,46. Équilibré, 2,69 versus 2,46. Donc, et le pire, c'est que souvent l'intermédiaire, il pousse son client sur des gestions pas très risquées parce qu'il ne veut pas trop se mouiller. Donc en fait, l'épargnant, il ferait mieux de prendre du fonds en euros. Parce que sa prise de risque, elle n'est pas rémunérée. Et moi, nous ne cessons de dire depuis des années que si on va sur de la gestion sous mandat, il faut absolument qu'il y ait de la prise de risque pour qu'il y ait de la rémunération. Sans prise de risque, on paye un intermédiaire qui n'apporte aucune valeur ajoutée et finalement, c'est moins performant que de l'allocation fixe et du rendement comme le fonds en euros. Chez Prendre l'offensive, en moyenne 3,79, l'audacieuse en moyenne 6,16. Donc on voit qu'il faut vraiment de la prise de risque dans la gestion sous mandat. Il faut également s'inscrire sur le temps long. Parce que quand on fait 6,16% en moyenne, il y a des années qui peuvent être à moins 18 ou moins 20. Voilà. Alors, ce que ça peut coûter, c'est très variable selon les cas. Tout d'abord, je me permettrai un petit commentaire. C'est que moi, je suis horrifié et on rejoint sur l'aspect conflit d'intérêt. C'est que pour moi, quand il y a une gestion sous mandat qui est active, c'est-à-dire je mets un gérant externe, le bon sens qui devrait prévaloir, c'est de ne mettre que de la gestion passive en dessous. Empiler gestion active sur des fonds en gestion active, c'est du conflit d'intérêt et c'est un contresens parce qu'il y a toutes les chances que l'orientation prise par le gérant de la gestion sous mandat puisse être contraire à celle qui est mise en œuvre dans le gérant du fonds qui est derrière. Donc quand on empile gestion active sur gestion active, on peut avoir un empilement frais qui soit de 3,25% par an. Ce qui est énorme. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et j'ai envie de dire, si vous trouvez sur le marché un gérant qui vous garantit 3,25% par an, c'est le roi du pétrole, parce que ce gérant, il gérera tous les fonds d'euros du marché. Tout à l'heure, on a dit que le fonds d'euro, il rapporte en moyenne 2,50. Voilà. Donc 3,25%. Si en plus vous rajoutez une inflation en moyenne à 1,50, il faut que le gérant génère du 5% de manière récurrente par an pour que son épargnant ait au minimum l'inflation, en sachant qu'on n'a pas mis les prélèvements sociaux 17,2, ni les prélèvements fiscaux. Voilà. Alors il y a même des contrats, pour l'anecdote, qui garantissent qu'on ne prendra pas plus de 3% par an. C'est marqué dans la question générale. Tellement il y a d'empilement de frais. Voilà, c'est assez dramatique. Alors on peut aussi trouver des contrats pour lesquels la gestion sous mandat s'appuie sur des trackers chargés à 30 centimes. Vous avez la couche de frais en unité de compte qui peut être de 70 centimes, ça fait 1%. Et derrière, vous pouvez seulement avoir 30 centimes de gestion sous mandat. Donc je dirais la fourchette peut aller pour moi de 1,30% à 3,50%. Donc c'est extrêmement varié et bien évidemment, les frais se retrouvent dans la performance. Il y a beaucoup de communication qui a été donnée par la profession avec l'opération de révision des gammes d'unités de compte. Value for money. Ouais. Bon. Pas good value for money. Value for money. Voilà, du value for money. Nous avons notre propre base d'unités de compte. Nous avons donc bien évidemment les frais fixes, les frais courants. On peut tout vous donner, on connaît tout par cœur. Globalement, ça n'a pas du tout évolué. Si je prends l'exemple des fonds structurés, fonds structurés, on reste sur les approches de 10 à 12%. Voilà. En fait, la profession est structurée par rapport à un certain niveau de revenus. Et quand votre intermédiaire il a été habitué à vivre avec 45 centimes de rétro sur les frais de gestion sur UC, plus les rétrocessions sur unité de compte de 80 centimes, votre intermédiaire, il a recruté, il a loué des locaux, il a investi, il ne vivra pas avec des frais plus bas. Voilà. Donc toute la profession est structurée aujourd'hui autour de cet écosystème de frais et rien ne change. Il faut être réaliste. Alors je dirais pour des fonds d'assurance vie que en France, on sait que dès qu'il y a un produit avec avantages fiscaux, il y a des frais. Alors moi je pense qu'elle répond bien aux besoins des épargnants français. Voilà. Le fonds en euros, c'est une machine magnifique. Voilà. Qui a l'avantage d'être piloté sur le long terme. Ça apporte beaucoup de sécurité et je trouve que les assureurs font très bien leur métier. Voilà. Donc il y a un point très positif, je trouve que c'est très bien fait. Je pense que sur unités de compte, il y a vraiment du nettoyage à faire. Voilà. On est très loin d'une offre qui soit toujours de bonne qualité pour l'épargnant. Autre aspect sur l'assurance vie, mais qui est plus transversal qui va au-delà de l'assurance vie, c'est le conseil. Ce qui est dramatique, c'est que la profession qui est rémunérée de manière récurrente n'apporte bien souvent pas le conseil à la prévente. Je vais voir Philippe Maupas
je vais lui conseiller une allocation à la souscription. 3 ans après, Philippe Maupas, j'ai son encours, je suis rémunéré. Si j'ai de la chance, j'ai mis en place des versions programmées, et Philippe Maupas, je l'ai complètement oublié. Pour moi, là où l'assurance vie doit évoluer, c'est travailler l'après-vente au-delà de la vente. Il faudrait que la profession soit obligée de faire le point avec son client, mais réellement de challenger régulièrement. Voilà. Et ça, c'est pas fait dans la plupart des cas. C'est des obligations qui s'imposent aux conseillers en investissement financier, qui sont souvent les mêmes personnes qui distribuent des contrats d'assurance vie, qui n'ont donc pas cette obligation de suivre sur la durée leurs clients pour justifier de l'existence de rétrocession de commission. Si, ils ont cette obligation. Mais la manière dont ils la respectent, c'est complètement formel. Ils vous envoient des formulaires à remplir. Voilà. Ils vont vérifier l'adéquation de votre allocation par rapport à votre profil de risque. Et puis ça n'ira pas beaucoup plus loin. Voilà. On est dans un univers où il y a de plus en plus de réglementation. La réglementation fait qu'on fait de plus en plus de formels et qu'on est de moins en moins dans la vraie vie. La vraie vie, c'est de dire aujourd'hui, est-ce que aller sur la tech américaine, ça fait sens ou pas? Il faut en mettre quel poids? On peut se poser la question. Voilà. L'obligataire, est-ce qu'il faut en mettre ou pas? Est-ce que les taux vont continuer à monter? Le risque de change, si je vais sur les marchés américains, est-ce que je dois le couvrir ou pas? C'est ça les vraies questions à se poser. Et aujourd'hui, combien de conseillers en parlent avec le client? À mon avis, extrêmement peu. C'est là où le bas blesse, c'est l'après-vente après la vente. Après ça, sur les réformes de l'assurance vie, je pense qu'il faudrait vraiment pousser beaucoup tout ce qui est tracker. Voilà. Je peux choquer les personnes qui font de la gestion active. Oui, la gestion active quand elle prouve sa performance et quand on a des fonds qui durent sur le long terme. La gestion active qui consiste à prendre des frais, fermer les fonds tous les 2-3 ans et faire de la rotation, ça c'est beaucoup plus vite. Je dis ça, hier j'ai plongé dans un contrat d'assurance vie patrimoniale qui proposait des SCPI et des FCPR. En fait, la liquidité du fonds, bien souvent c'est dans l'annexe financière, on va vous indiquer pour chaque fonds les mécanismes de liquidité. Donc ça peut être fonds par fonds. Très attention. Dans certains cas, on va vous dire, là on va vous rembourser, enfin là on va vous donner les parts du fonds. Dans d'autres cas, on pourra vous donner du cash. C'est très variable selon les cas. Deuxième mécanisme, c'est bien que souvent maintenant l'assureur en fait plafonne le montant qu'on peut investir dans chacun des fonds pour réduire les risques. Après ça, dans la vie, comment ça se passe? Si je prends l'exemple des SCPI, il y a eu beaucoup de demandes de rachat. Il y a Capimo qui a été une catastrophe, il y a d'autres SCPI qui ont été extrêmement douloureuses. Ce qu'ont pu faire certains assureurs, j'ai eu le cas notamment chez Suravenir ou chez Spirica, c'est qu'en fait, ils ont racheté des parts de SCPI qui étaient des unités de compte des contrats de leurs épargnants pour les mettre dans leurs fonds en euros. Bon. Ce qui est tout de même plus ou moins discutable. On peut dire, écoute Cyril, l'assureur a fait une bonne affaire parce qu'il a acheté des parts de SCPI pas chères, sauf que le pas cher, c'était peut-être trop cher. Parce qu'après ça, la SCPI, elle a pu encore perdre de la valeur. Voilà. Et puis, de la part de l'assureur, c'est en fait faire porter par la communauté des assurés du fonds en euros le risque d'unités de compte qui portaient des SCPI. Bon. Donc, il y a des mécanismes qui existent. Donc, c'est je fais racheter quelque part, enfin, parfois c'est un montant non négligeable dans mon fonds en euros. Voilà. Après ça, il peut y avoir des mécanismes d'attente où en fait, je mets un mécanisme de compensation d'achat et de parts, où je décide d'autoriser des rachats jusqu'à hauteur de 20 ou 30 000 euros. Je pense qu'il faut être prudent par rapport à ces nouveaux types d'actifs. Ce que l'on voit aussi, c'est que sur le côté, il y a beaucoup de fonds evergreen qui apparaissent, avec une poche importante de liquidité. Alors, c'est mieux pour la liquidité, mais ça fait un peu penser aux OPCI. Les OPCI, la performance, elle est globalement dégueulasse. Voilà. Parce qu'il y a un moment à combiner une chose et son contraire. Je vous disais tout à l'heure, on génère plus de performance. On ne peut pas tout vouloir et son contraire. Le beurre, l'argent du beurre, la crémière, ça n'existe pas. Voilà. Donc dire je mets du non-côté, je mets de la liquidité, etc. Le gros risque, c'est que les fonds evergreen, finalement, ils ne dégagent pas de performance parce qu'ils ont une poche de liquidité importante. Voilà. Le vrai non-côté, c'est j'ai une période de collecte de fonds, je l'investis, je suis dans mes boîtes, puis je les investis. Et je rends l'argent au bout de 10, 12 ou 14 ans. Voilà. C'est le vrai non-côté, ça. Et en fait, dans les contrats aujourd'hui, moi je vois bien la bascule par rapport à il y a 5-6 ans. Nous, on touche tous les contrats du doigt, j'aime être concret. Il y a 5-8 ans, on n'avait que des contrats des FCPR à échéance. Et maintenant, les contrats, ils basculent tous, claquent que vers des fonds evergreen. Voilà. Alors, sur des fonds de type infrastructure, comme peut faire Eiffel, je trouve pas ça idiot. Voilà.
Il y a des fonds de dette comme Tikeo, c'est pas nécessairement idiot non plus. Voilà, il y a des choses pas idiotes qui sont faites. Sur le reste, je trouve ça assez compliqué et je suis pas sûr qu'on s'y retrouve en termes de performance. Il y a un gros marketing sur nos côtés aujourd'hui et moi je suis très bouseux, mais les performances que nous constatons dans les contrats ne sont pas celles annoncées par la profession. Je suis désolé d'être très désagréable, on est nettement en deçà des performances communiquées en grand public. De l'assureur et du distributeur vis-à-vis de son épargnant, vis-à-vis de l'épargnant. Aussi, il faut être conscient que 91% des ménages français ont une culture financière extrêmement pauvre. Il n'y a que 9 à 10% des ménages français qui sont à dimension patrimoniale ou qui sont privés. Et même dans cet univers, on peut le voir dans les personnes que l'on côtoie, il y a parfois une connaissance des produits qui est très limitée. Donc on est en pleine contradiction entre ce qui serait bien à long terme pour mon épargnant, d'une part, et ce que je peux lui vendre parce qu'il a peur et parce qu'il va comprendre ce que je lui vends, d'autre part. Voilà. Donc l'épargnant, il est ambivalent, l'épargnant français. C'est vrai qu'il demande beaucoup de fonds en euros. Bon, il faut aussi être conscient que l'épargnant français, c'est beaucoup des personnes âgées, voire très âgées, voilà, qui ont une moindre appétence au risque et qui aussi ont une forme de peur par rapport au fait de manquer d'argent, d'où le fait de sécuriser énormément. Voilà. Donc on est dans tous ces champs de contradiction, je pense qu'il faut en être conscient. Ce qui est bien pour l'épargnant n'est pas nécessairement ce qu'il achète. Voilà.